Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur PayPal? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une entreprise dont on a parlé à peu près plusieurs fois. Donc, je pense déjà 2 fois. C'est la troisième vidéo sur cette entreprise-ci. Elle va publier ses résultats financiers ici le 31 du mois de janvier ici. Donc, sans doute dans 2 jours. Si je ne me trompe pas, on est quand aujourd'hui? Bref, je pense que ça sera plutôt dans 2 jours. Exactement, nous sommes le 29 du mois de janvier. Donc, PayPal, c'est une entreprise que l'on aimait bien. D'accord? Vous vous souvenez, la première vidéo sur PayPal est datée il y a 11 mois par là. Donc, vous comprenez que cette entreprise-ci a eu beaucoup de problèmes précédemment. Enfin, pas des problèmes en tant que tel. La croissance était au ralenti, etc. Je pense que la première vidéo était à 115 dollars l'action et c'est déjà assez intéressant. OK? Donc, s'il me souvient bien, si je me rappelle bien, ici, on planchait plus sur un maximum ici à 147 dollars l'action et un minimum à 120 dollars l'action. Je pense que c'était sans croissance. Si je ne me trompe pas, je pense également qu'on avait fait une seconde vidéo ici. On aimait toujours la compagnie. Je vous ai dit ceci. Le quantitatif, d'accord, présente les chiffres. Le qualitatif fait parler des chiffres. Donc, si PayPal vous intéresse, rentrez dans les chiffres de PayPal. Rentrez dans l'environnement concurrentiel de PayPal. Moi, ce que je peux voir jusqu'à présent quand j'essaie d'étudier, je sais que cet environnement concurrentiel-là est de plus en plus compétitif. Dans le sens où PayPal existe depuis plusieurs années, mais entre-temps, on a eu les Adyen qui sont arrivés. Donc, la compagnie, je pense, c'est néerlandaise. Adyen, exactement. On en a également parlé sur cette chaîne-ci. Adyen est arrivé. Nous avons également eu une compagnie comme Block, donc Block ou Square, le nom a changé. Nous avons également eu une compagnie comme Stripe qui est également arrivée. Et nous voyons également la concurrence de Apple avec son système Apple Pay, etc. Donc notamment Apple commence à offrir des possibilités de crédit également dans certaines zones aux États-Unis. C'est encore en test en date d'aujourd'hui. Donc l'environnement concurrentiel est de plus en plus compétitif. Mais attention, le secteur des paiements en ligne est tout simplement énorme. C'est un marché qui est à peu près, je peux voir ici, c'est un marché de plusieurs, je pense que c'est 1 trillion si je ne me trompe pas. Donc juste aller regarder ça ici. C'est surtout la taille de marché qui m'intéresse. On va regarder ça ici. Payment, market size. Donc il y a plusieurs sous-secteurs dans le paiement, dans le secteur des paiements ici. Donc ici, Global Digital Payment Market was valued at 90 billions, donc 90 millions ici, donc je pense ici. Et on espère une croissance à peu près à 228 milliards en 2028. Et encore, ça c'est un pan de l'activité. Ça c'est une partie du secteur parce que ce secteur-là est tout simplement très très grand. Donc Payment Processing Market, donc je vais également le Processing Market Size. Payment Processing Market Size, ici on vous dit que c'est près de 47 milliards ici. Donc vous avez encore des compagnies qui sont compétiteurs à ce niveau-là. Le secteur des paiements est tout simplement énorme. OK? Donc, dites-vous que vous avez les Visa, vous avez les Mastercard, vous avez les American Express qui sont sur un pan d'activité. Vous avez des entreprises comme Worldline, vous avez des entreprises comme Stripe, vous avez des entreprises comme PayPal, vous avez des entreprises comme Block. Donc, tout simplement, voilà, chacun trouve sa place quelque part. Mais ici, soit il y aura des fusions, soit il y aura des fusions, acquisitions également. Il y aura à la fin de la journée, il y a une seule entreprise. Enfin, il y a très peu d'entreprises qui vont dominer ce segment, ces secteurs d'activité-là, ou bien dans ce segment en particulier. Donc, c'est vraiment un truc assez énorme dans ce secteur-ci. Donc, on ne peut pas dire ici que PayPal, qu'est-ce qu'ils font exactement et dans ce qu'ils font exactement présentement, est-ce qu'ils ont des compétiteurs et dans la taille du marché de combien, etc. Pour le moment, le problème ici de PayPal, si on peut dire que c'est un problème, c'est le ralentissement ici de la croissance. D'accord? La croissance est au ralenti et ça devait arriver tôt ou tard. OK? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça veut dire ici qu'actuellement on est à 11%, on est à 10% de croissance sur les 2 dernières années? OK? Est-ce que ça veut dire que la croissance est terminée? Je ne pense pas, parce que cette croissance ça peut être organique et inorganique. Et quand on regarde ici PayPal, juste regarder ici, excusez-moi, c'est une compagnie qui croît par acquisition également. D'accord? Donc, c'est un mix des deux. Donc, on peut se dire que ces acquisitions-là peuvent continuer année après année. Mais attention, toute croissance, toute acquisition n'est pas bonne, donc il faut toujours questionner toutes ces acquisitions-là. Donc, pour moi, PayPal, le fait que le prix de l'action ait chuté, etc., c'est tout simplement parce que les attentes étaient très élevées. À un moment donné, juste si on prend en considération, vous savez que moi j'aime bien le PER, mais ici je prends le price to free cash flow parce que je pense que les free cash flow donnent la véritable rentabilité de cette compagnie-ci, d'accord? Donc quand on parle des price to free cash flow ici, parfois on me pose la question, mais parfois tu prends le PE, parfois tu prends les net income, parfois tu prends les free cash flow, qu'est-ce qu'on doit choisir à la fin de la journée? Je vous ai dit, d'accord?
à la fin de la journée, on privilégie les free cash flow. Mais maintenant, quand on identifie que les net income sont différents des free cash flow, il faut poser la question pourquoi. C'est la question pourquoi qui est plus importante en fait. Et le pourquoi, vous ne pouvez pas y répondre en regardant les chiffres. Donc ici, quand je fais mes estimations et que je préfère prendre les bénéfices nets ici, c'est en sous-entendant que ces bénéfices nets-là pourraient égaler ici les free cash flow. Parce que c'est le minimum demandé. D'accord? Il faut faire attention à ça. OK? Donc, à la fin, on peut décider que l'entreprise est sous-évaluée ici, mais on lit toujours les rapports financiers parce que la sous-évaluation ici peut être pour une raison particulière. Et maintenant, il faut trouver cette raison-là et se poser la question si cette raison-là est durable ou pas. OK? Parce qu'on n'investit pas en se basant essentiellement sur des éléments passés. Mais encore, on voudrait que ces éléments passés-là perdurent dans le futur. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on recherche la stabilité des marges. Donc, vous voyez ici que à un moment donné, il y a des gens très intelligents qui ont payé 60 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. 60 fois les bénéfices. Donc, par exemple, si on prend le PEG, vous savez que je n'aime pas le PEG. Je n'ai jamais compris, je n'aime pas ce ratio-là. Vous voyez qu'il y a des gens qui ont payé 4 fois le PEG ici. D'accord? C'est pas un truc que j'utilise, mais vu que j'ai fait une vidéo dernièrement, juste pour vous montrer que, bon, à la fin de la journée, techniquement, si tu investis en te basant sur le PEG, même si on sait que le PEG 1 pour 1 aiguille, ça veut dire sous-évalué. Voilà. À ce niveau, si quelqu'un qui avait acheté cette compagnie, c'est avec une croissance de 60, je pense que la croissance ici était aux alentours de combien ces années-ci? On était encore à 25% ici. Donc, on se disait que si je l'achète ici à 60 fois les bénéfices, d'accord? Enfin, excusez-moi, 60 fois les bénéfices, avec une croissance de 25%, ça veut dire que si la croissance est en moins de 25% sur les 5 prochaines années, je ne surpaye peut-être pas ici aujourd'hui. Enfin, techniquement, parce que si on fait 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est-à-dire qu'en réalité, le PER que je paye ici aujourd'hui, si les bénéfices nets augmentent année après année et que le prix ne bouge pas à la fin de la journée, dans 5 ans plus tard, mon prix d'achat aujourd'hui sera plutôt de 20 fois les bénéfices, d'accord, par rapport à mon prix d'acquisition passé. Tout simplement parce que les bénéfices nets auront tendance à augmenter de 25% en moyenne. Donc, c'est ça qui est dangereux. Or, le PEG ici, c'est par rapport à la croissance passée, c'est non par rapport à la croissance future. Pour qu'il soit robuste ici, il faut prendre la croissance moyenne estimée dans le futur. Et vous savez que ça devient de plus en plus compliqué quand on dépasse les 2-3 ans parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Mais en connaissant à peu près la taille du marché, vous pouvez à peu près savoir où est-ce qu'une entreprise peut aller. Et encore, le management doit être assez compétent. Bref, on revient ici. Au niveau ici des prices, tu vois, les gens payent 60 fois les prices to free cash flow. Ça n'a pas de sens. On ne paye pas 60 fois pour cette entreprise. Vous savez que même quand c'est une compagnie de croissance, on ne payera jamais plus de 25 fois les bénéfices. Aujourd'hui, on vous vend la même entreprise à 16, 17 fois les bénéfices. La même, tout simplement parce que la croissance a ralenti. Moi, je prends une chose. Admettons que la croissance ralentit et que c'est terminé en date d'aujourd'hui. OK, on n'aura plus de croissance zéro. Cette entreprise peut se négocier à 20 fois les bénéfices, tout simplement parce qu'elle n'a pas de dette. Si elle n'a pas de dette présentement ici, vous savez que la dette influence le PER d'une entreprise également. Donc, si elle n'a pas de dette, elle pourrait clairement se vendre ici à 20 fois les bénéfices. Tout simplement, regardez également, ses marges sont tout simplement élevées également. Elle a des marges de près de 20% en termes de free cash flow. Ne prenez pas des marges de net income ici parce que les net income ne représentent pas la véritable rentabilité de cette entreprise-ci. Vous allez avoir tendance à sous-évaluer l'entreprise. Ok, ce n'est pas plus mal si vous vous rendez compte que l'entreprise est toujours sous-évaluée, est également sous-évaluée, même après avoir sous-évalué les marges. Donc, ici, quand on voit le 14%, ici, en réalité, il est de 20%. Comment est-ce que j'arrive à 20%? C'est simple. En prenant en considération le free cash flow ici, d'accord, je le prends là, et je prends le net income à ce niveau-ci. On les met sur le même graphique. Quand je les colle, vous voyez qu'il y a une certaine différence. À chaque fois, les free cash flow sont plus élevés. Alors, ce que je fais généralement pour connaître la marge des free cash flow, tout simplement parce que Coifin ne me donne pas la marge des free cash flow, je ne sais d'ailleurs pas pourquoi, ça n'a pas de sens. Donc, je prends la moyenne, d'accord, des free cash flow ici, et je prends ici le revenu. D'accord? La moyenne du revenu également. Donc, je prends ici je pourrais prendre la médiane également ici. Mais bon, on va le mettre comme ça. Je prends la moyenne des revenus ici. Donc, je prends les 3 dernières années. On est à peu près à 4 milliards 990, donc presque 5 milliards ici pour arrondir les choses. Et pour les revenus, on est à peu près à 22 milliards 700. Donc, je prends ici 5 divisé par 22,7. Donc, on peut ajouter 0,7,4. Ça donne ici au total 21-22% par là. OK? Donc, la marge ici est au moins de 20%. Au moins de 20%. Si on prend un peu en considération toute la période ici, disons les 20 dernières années, bon, enfin, on va dire les 10 dernières années à peu près. Prenons les 10 dernières années pour faire simple. Est-ce que ça change? Les 10 dernières années. De toute façon, elle est cotée en bourse depuis 2016 ici, donc il faut faire attention. Donc, si on prend à peu près toute cette période, ici, on a à peu près 16 milliards. Et si on prend ici, on prend le free cash flow, ça fait 3,7. Je l'arrondis à 3,7 pour faire simple, divisé par 17 pour faire simple également. Ça donne ici à peu près une marge aux alentours de 21%. Donc, elle a au moins des marges de 21%. OK? Je vais faire simple. Admettons qu'elle a des marges. Je vais prendre des marges de 20%. Je fais simple, d'accord? Je ne cherche pas à avoir précisément raison. Je vais avoir le moins tort possible. Je sais que les marges sont aux alentours de 21 et plus. Ceux qui veulent la précision, vous pouvez également aller calculer ça ici. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Les analystes s'attendent à avoir des revenus de combien?
Les analystes s'attendent à avoir des revenus d'à peu près, ce qui m'intéresse, à voir la croissance en 29 milliards. Ok, ça c'est en année combien? Ça c'est en année 1, d'accord? N plus 1, donc 2023 et poussière. Maintenant, je vais regarder en année 3, N plus 3. Vous voyez qu'on s'attend, excusez-moi, en N plus 3, on avait des estimations, des attentes de 45 milliards, mais en date d'aujourd'hui, N plus 3, on s'attend plutôt à 32 milliards. Donc, là, ils s'attendaient à plus que ça, mais vu la croissance actuelle, on a commencé à réduire les estimations ici futures. Donc, c'est pas plus grave parce que c'est toujours plus élevé que ce qu'on a ici aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, je sous-entends ici que la croissance va s'arrêter à, voilà, disons, à N plus 1. D'accord? Donc, c'est-à-dire que sur les 12 prochains mois. Donc, on s'attend à combien ici? On s'attend à peu près à 29 milliards. 29 milliards 300. Je prends 29 milliards 300. Elle n'a pas de dette. Elle a plutôt du cash net ici, si je ne me trompe pas. Ou c'est même négligeable, cette dette net-là. Donc, je prends 20 fois les bénéfices. D'accord? Multiplié par 20 ici. Donc, pas 20, par 20, 20% de marge bénéficiaire sur les 29 milliards en question attendu. Multiplié par 20 fois les bénéfices, ça nous donne ici au total 117 divisé par le nombre d'actions. Son nombre d'actions ici est de combien? Donc, le nombre d'actions ici, en date d'aujourd'hui, nous avons à peu près 1,16. Donc, je divise ici par 1,16, ça me donne ici une valorisation à combien? 101 $ l'action. Et j'ai pris 20 fois les bénéfices et non 25 fois les bénéfices. Et on s'entend que cette compagnie-ci a eu l'habitude de s'échanger en moyenne à des PER plus élevés que ça. D'accord? Vu que j'ai pris les price to free cash flow ici, on va faire simple, on prend ceci, on met ça là, et je prends la médiane à ce niveau-ci, et boum, ça me donne 25 fois les bénéfices ici. Aujourd'hui, le marché paye 16 fois les bénéfices. Même si on ne revient jamais à 25 fois les bénéfices et qu'on se limite à 20 fois les bénéfices, ce qui est tout à fait possible, voilà, il y a une sous-évaluation ici. Et ça ne prend pas en considération la croissance. Vous voyez? Donc maintenant, admettons que j'utilise ici l'outil FastGraft, parce que je peux faire la même chose avec FastGraft. C'est simple. Déjà, je constate ici qu'on n'a pas de dette nette, ok? D'accord? Ou bien très légèrement ici, d'accord? À peu près une centaine de millions, ça ne change rien. Donc, à ce niveau-ci, je vois que c'est 25 fois les bénéfices et que moi, je ne paye pas plus, c'est 30 fois les bénéfices. Moi, je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices pour une entreprise. Mais PayPal également, la marge le PER va osciller entre 20 et 25. OK? Je vais prendre 20 fois les bénéfices. Ça sera mon minimum. OK? 20 fois les bénéfices, c'est ce que je prends ici, d'accord? On constate quoi? Nous avons une entreprise ici, les analystes, d'accord, ils ont souvent l'habitude d'avoir raison sur l'estimation sur 2 ans ici. Vert et jaune, c'est quoi? En jaune ici, ça veut dire qu'ils ont eu raison, mais avec une marge d'erreur de moins de 20%, ok? Donc, tant que c'est en dessous de 20%, ça va, ok? Ça ne veut pas dire qu'ils ont eu précisément raison, et encore, quand les analystes ont précisément raison sur une compagnie, faites attention. Faites faire attention parce que c'est très rare. Ça sera toujours entre les deux. Donc ici, si on s'accorde une marge d'erreur de 20% et que cette entreprise peut s'échanger à 20 fois les bénéfices, prenons en considération l'estimation des analystes, vu qu'ils ont souvent l'habitude d'avoir eu raison sur l'estimation du revenu et des marges. Faites attention, ok? Parce que je prends l'estimation des analystes parce que ce sont des gens qui suivent l'entreprise. Et également, on peut voir ici que par le passé, c'était assez correct. On arrive à peu près à suivre l'entreprise ici, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se détériorer dans le futur. Ça veut dire que qu'importe ce qu'on va voir ici, on va toujours lire les rapports financiers. Ça, c'est juste des éléments quantitatifs. Faites attention. On prend au niveau de custom ici, simple, je mets estimate, ok, et je mets ici 20 fois les bénéfices, vu que c'est mon minimum. Moi, c'est 20 fois les bénéfices qui m'intéressent. Donc, techniquement, à 20 fois les bénéfices par rapport à ce qui est attendu au mois de décembre 2023, donc on aura à peu près ici une croissance de combien? Voilà, j'espère bien le tracer ici. Je ne sais pas pourquoi ça me donne toujours une information compliquée. Bref. L'entreprise devrait se négocier à 113 $ l'action. Actuellement, ici, on était à 101, etc. On n'est pas si loin que ça. Comme je l'ai dit ici, je ne cherche pas à avoir précisément raison. Et encore que ici, ça prend en considération des marges de 21% par là. OK? Donc, je peux les calculer également manuellement. Donc, on revient ici au niveau de historique. Ce qui veut dire que si cette entreprise-ci réussit à livrer la marchandise aux alentours de 5,68 $ en estimation de 2023, 5,68, donc 5,68 multiplié par 20 fois les bénéfices, on aura ici une valorisation de combien? 113 $ à l'action. Ça, c'est 2022. Admettons que ça se réalise, qu'on arrive à avoir ce rendement-ci en 2025, donc soit ici se négocier aux alentours de 7,86 $ l'action, prend pas en considération la croissance, etc., ce qui est tout à fait possible. D'accord? Ça veut dire ici qu'à 20 fois les bénéfices, on sera en train de payer 157 $, on aurait une valorisation de 157 $ l'action. D'accord? Donc, minimum ici, on paye qu'à 113, maximum on paye qu'à 157, vu les prévisions actuelles. Et si vous vous rappelez de la dernière vidéo, et c'est ce qui est souvent bien sur PayPal, j'avais pris déjà
j'utilisais à peu près l'outil FastGraph, donc je le testais un tout petit peu. La seule chose que je n'aime pas sur FastGraph, c'est que ça me donne vraiment les informations ici. J'aime bien regarder les marges, les revenus, etc. Je n'aime pas juste qu'on me mette le bénéfice net ici par action, etc. Parce que pour moi, ça ne veut rien dire si je n'ai pas tout le tableau devant moi. D'accord, vous pouvez avoir des bénéfices nets élevés alors que les marges sont en train de décroître. Tout simplement parce que l'entreprise rachète de plus en plus ses actions. Ça existe, il faut prendre ça en considération. Donc la dernière fois que j'ai utilisé cette vidéo-ci, on avait fait une vidéo sur... la dernière fois que j'ai utilisé FastGraph, c'était sur une vidéo sur PayPal également. D'accord, l'une des dernières fois, je me rappelle, c'était il y a 5 mois. Et c'est déjà assez sous-évalué. Donc aujourd'hui, on pourrait se dire qu'on est toujours sur le même niveau. Elle va publier ses résultats prochainement. Les résultats du 3e trimestre également étaient très bien. D'accord, donc on attend les résultats suivants. Mais moi, je pense que PayPal pourrait représenter une opportunité d'investissement ici. En tout cas, sur le plan quantitatif, c'est exactement ce que je vois. Ok, normalement je pourrais partager, j'ai effectué une note d'analyse sur PayPal, mais voilà, on avait pris les informations du 3e trimestre ici, donc je pourrais la partager ici avec les abonnés ici du service ici Top Premium. Ok, ne vous inquiétez pas, les abonnés normalement ici de la chaîne principale, donc celle-ci. Voilà, je vous ai déjà dit que PayPal, techniquement, était sous-évalué sur le plan quantitatif. La seule chose sur la note d'analyse, que je vais juste ajouter des éléments qualitatifs ici, dépendamment de mon observation de l'environnement, etc. Mais je pense que je vous ai même assez dit je vous ai dit à peu près ce qui va se retrouver sur la note ici. D'accord? Donc, n'hésitez pas, sur la description de cette vidéo, on a le Top Premium et la Top Newsletter. Je vous laisse aller voir à quoi ça ressemble. Top Newsletter ici, elle est gratuite. Vous avez des rapports ici, des analyses sectorielles ici. Donc, je pense qu'on va avoir une analyse sectorielle ce soir. D'accord? Et pour les abonnés du Top Premium ici, vous allez également recevoir la deuxième entreprise sous-évaluée du mois. La première est déjà disponible ici. On va parler de la deuxième ce mois-ci. Peut-être que ça sera PayPal, mais je ne pense pas que ça sera PayPal. Mais PayPal aurait mérité avoir une place sur cette liste-ci en date d'aujourd'hui. Ok, mais vu que j'en ai parlé publiquement, et vous savez que je ne parle pas publiquement des entreprises qu'on a mentionnées dans le top premium ici, d'accord? Mais PayPal serait une entreprise intéressante à aller regarder. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver dans le top premium ou le top newsletter ou bien un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc, PayPal mérite à peu près un approfondissement supplémentaire ici et vous avez à peu près vu qu'au minimum ici, on peut être aux alentours de $113 à l'action. OK? Donc, si je me fie ici à l'outil FastGraph, on pourrait être aux alentours de $113 à l'action. Mais vous allez dire que mais, tout à l'heure, tu avais dit $101, j'ai pris 20% de marge bénéficiaire. 20% de marge bénéficiaire. Admettons que je prends même le 21% de marge bénéficiaire. Donc, si on fait 20 ici, multiplié par 21,5, vous savez qu'on était à 21,5 et poussière. On arrive ici à peu près aux alentours de 108. Donc, 108, 109, 113, c'est la même chose. Je dis toujours ceci. Si je calcule la valeur d'une entreprise, je trouve 100, tu trouves 80, l'autre trouve, disons, 70. Techniquement, c'est pas qu'on a tort, tous les trois. D'accord? C'est simple. Si je trouve 100, je ne vais jamais l'acheter à $100. Si je trouve 80, je ne vais jamais l'acheter à $80. Si je trouve 70, je ne vais jamais l'acheter à $70. Donc, ce qui veut dire que moi, je me garde toujours une marge de sécurité de 50% d'habitude. Donc, si je trouve $100, je l'achète à 50. Si je trouve $80, je l'achète à 40. Si je trouve ici, disons $70, je l'achète à 35. Donc, un va acheter à 35, l'autre va acheter à 40 et une autre personne va acheter à 50. Admettons même que tous les trois, on achète à $50. Personne n'aura surpayé à la fin de la journée. D'accord? Si je me trompe sur mon $100 et que non, réellement, la valeur est de $70, techniquement, j'aurais payé $100. J'aurais payé $50. Donc, vous voyez, c'est surtout la marge de sécurité. La marge de sécurité, c'est pour se protéger contre sa propre ignorance. Parce que ne soyez jamais très certain d'une analyse. Ça n'existe pas. D'accord? Ça dépend, les hypothèses ici, les degrés de confiance dépendent de vos analyses ici. D'accord, de vos hypothèses. Et ces hypothèses peuvent ne pas se réaliser. Et encore, parfois même ça peut se réaliser, mais le marché ne reconnaît pas la valeur de la compagnie. Donc, il faut attendre un temps supplémentaire, tout simplement parce qu'il n'y a pas de catalyseur. Et le catalyseur ici, ça peut être le changement du management, ça peut être ici le rachat d'actions, ça peut être le versement d'un dividende, ou ça peut être ici la vente d'une activité. Il y a plusieurs choses qui peuvent arriver comme catalyseur. Donc, il faut faire attention ici. OK? Donc, je dis, moi, c'est $113 ici l'action. L'entreprise est sous-évaluée en date d'aujourd'hui et c'est le minimum parce qu'on peut aller bien plus que ça. Ok, ça c'est le 113 en prenant en considération uniquement ce qu'on aura en 2023. Sinon, si on prend en considération le $7,86 qu'on attend à peu près d'ici 2025, on pourrait aller aux alentours de $157, auquel cas l'entreprise actuelle nous présente une opportunité d'investissement. On peut au moins doubler nos capitales sur les mois à venir. Et ce qui est bien, c'est que ces bénéfices nets là par action ont tendance à augmenter. Si vous regardez notre dernière vidéo sur PayPal ici, les bénéfices nets par action sont plus élevés en date d'aujourd'hui que précédemment. Donc, il y a eu un ajustement. Ça veut dire qu'on est de plus en plus optimiste.
D'accord? Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là, celle-ci également. Donc, comme je l'ai toujours dit, lisez vos rapports financiers. J'ai pris le temps ici pour essayer de vous expliquer au maximum les choses. Je ne suis pas très quantitatif, mais enfin, je parle beaucoup de chiffres ici, mais sachez qu'avant de prendre une décision d'investissement, je vais toujours lire mes rapports financiers. Parce que le chiffre ici, ça peut complètement changer en lisant mes rapports financiers. Je connais plein d'entreprises qui ont des états financiers, qui ont des bons chiffres, mais si vous ne lisez pas, vous allez faire des erreurs. Par exemple, ou bien certains ont même des mauvais chiffres comme Stanley Black & Decker. Mais c'est une entreprise en pleine transformation. C'est-à-dire que si vous ne lisez pas les rapports financiers, vous ne saurez pas pourquoi est-ce que les revenus sont en train de baisser ou bien s'ils sont en train de changer, pourquoi les marges sont en train de baisser. Tout simplement parce que l'entreprise est en train de vendre certains segments d'activité pour acheter d'autres. Tout simplement parce qu'elle considère que dans ces nouveaux segments d'activité, il y a plus de croissance et de marge et elle peut avoir un pricing power plus élevé. Donc, c'est-à-dire que le but de l'entreprise n'est pas d'avoir des bénéfices nets de moins en moins élevés, mais d'avoir au moins l'équivalent de ce qu'elle a connu, d'accord, précédemment, avant le changement drastique. Donc, c'est un peu comme un jeu de Monopoly. On vend une partie, on rachète l'autre. D'accord? Donc, il faut toujours lire. Les chiffres ne vous donnent pas toute l'information, mais à partir des chiffres, on peut déjà savoir si ça nous intéresse ou pas. On peut déjà savoir quelles questions on va poser. Moi, j'aime bien PayPal, mais je sais également que c'est un environnement concurrentiel très compétitif. On va se limiter là, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.